Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, stratège d'Argeo Canada ici. On est le 26 mars 2025. Je regarde un petit peu de situation économique avec vous ce matin. Je commence souvent avec les indices boursiers S&P 500. Ça me donne quand même une bonne idée de, bon, ça peut être multiple, là, les informations qu'on peut en tirer, mais de ce temps-ci, on en tire beaucoup de conclusions par rapport, disons, à l'humeur des investisseurs, par rapport à la situation économique, la situation même tarifaire. Est-ce qu'il va y en avoir? Si oui, dans quelle mesure, de quelle manière ça va affecter l'économie, l'inflation, la croissance, le PIB, etc. Donc, on voit cette descente, une correction environ 10% qu'on a eu pendant le mois de février, puis un peu mars, mettons. Et on semble retrouver un peu d'optimisme depuis une semaine ou deux. Donc, si on en déduit certaines conclusions par rapport à ça, mais on semble se stabiliser. Par contre, faites bien attention. Il y a la Fed qui nous a dit récemment, donc, dans son dernier projection économique, entre le mois de décembre et les révisions du mois de mars, on prévoit quand même une augmentation euh, c'est-à-dire une augmentation de l'inflation ici là, de 2,5 à 2,7 quand je regarde le PCE. Sinon, je regarde le chômage, qui aurait une augmentation du chômage aussi de 4,3 à 4,4 et une baisse du PIB de 2,1 à 1,7. Donc, essentiellement, un peu moins de croissance, un peu plus d'inflation, un peu plus de chômage. Je sais pas des statistiques et des projections qui étaient très encourageantes quand même. Donc, on voit qu'il faut prendre la situation avec un peu un bémol à ce niveau-là, ou même au niveau du marché obligataire, disons, des taux d'intérêt ou des perspectives de taux. On était à 3,4 lors du meeting de décembre l'année dernière et on revise avec 3,9. Donc, à peu près 50 points de base là, d'augmentation sur les Fed Funds actuellement. Donc, on voit hein, cette inflation qui persiste pourrait maintenir les taux d'intérêt aux États-Unis un petit peu plus élevés ou un peu plus longtemps, je devrais dire. Et donc, sinon, la prochaine date, on encercle le 2 avril ces fameux tarifs réciproques, etc. Donc, c'est dans une semaine, quasiment jour pour jour, mercredi prochain. Donc, encore une fois, beaucoup d'incertitudes malgré l'optimisme qu'on voit sur les marchés financiers actuellement. Le dollar canadien se maintient relativement bien. On a stoppé l'hémorragie, si on veut, là, ou cette peur d'un effondrement, hein, disons-le un peu comme ça. Donc, aux 70 cents US, on est évidemment assez déprécié par rapport à l'été dernier, mais on semble stabiliser la valeur de notre dollar en fonction du dollar américain actuellement. Mais on n'a pas la même puissance que l'euro, par exemple. On le voit depuis le mois de, bon, les trois, peut-être 6 derniers mois, là, je reviendrai peut-être jusqu'en novembre. On voit l'augmentation de la valeur de l'euro par rapport au dollar américain, tandis que le dollar canadien, il est plus en train de se maintenir. Oui, augmenter un peu à court terme, mais vraiment, là, on a vu là, les capitaux se déplacer des États-Unis vers l'Europe et l'euro a été un des plus, une devise les plus en demande là, dans la dernière mois et demi, disons. Alors, sinon, je regarde l'agriculture. Donc, c'était ma revue un peu macro là, pour nous. Là, j'applique maintenant l'agriculture. Je reviens un peu ici là, au rapport qui s'en vient devant nous. Il y en a deux qui sont très importants au niveau de l'élevage porcin, le porcin, le Hogs and Pigs, qui va sortir demain. Le 27 à 3 heures, donc à la fermeture des marchés. On va avoir des informations sur la taille du cheptel qui avait quand même réduit dans les dernières années avant de recommencer timidement à revenir une croissance de la taille. Évidemment, avec le maïs, le coût de production qui était exorbitant entre 2020 et 2021, là, avec l'augmentation des coûts d'alimentation, le prix du maïs, par exemple, avait vraiment réduit la rentabilité des éleveurs. Et donc, la réponse normale, c'est d'en produire moins et de retrouver une stabilité par la suite. On est dans cette transition-là. On n'a pas encore la même taille du cheptel qu'on avait en 2019, mais on y travaille. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est attendu demain, là, le cheptel au 1er mars. Donc, si je compare le 1er mars cette année versus l'année dernière, on aurait une augmentation généralement d'à peu près 1,2 de la taille du cheptel.
Principalement le cheptel commercial, un petit peu plus de cheptel reproducteur, mais sinon, c'est assez généralisé. On s'attend quand même à une augmentation d'à peu près toutes les catégories de poids, une augmentation de la production, une augmentation de la productivité. Donc, on augmenterait le nombre de porcelets par portée et même les intentions de mise bas. Donc, ça va affecter peut-être plus la courbe des prix pour l'été ou même l'automne prochain. Donc, si on prévoit que le prix du maïs et du tourteau demeure faible, mais possiblement que on serait capable de produire ou d'élever des animaux à plus faible coût. Donc, on pourrait augmenter la production malgré tout. Donc, on regarde ça demain. Les prix se sont stabilisés depuis une semaine ou deux, suivant là, toute cette menace tarifaire de frontières qui se ferment, d'achat de la Chine ou du Mexique. Donc, on avait un marché pour l'été qui était assez intéressant à 1,6 la livre. On est rendu 10 cents plus bas, 96. On semble se maintenir, tant mieux. Ensuite, c'est lundi, je regarde le 31 mars, c'est lundi, ça, à midi. Ça va être au niveau du grain. Je regarde, oui, il y a les stocks, mais évidemment, je regarde peut-être un petit peu plus sur les semis du printemps maïs, soya principalement. Et on s'entend généralement à une augmentation des ancrages de maïs, passer de 90 à 94, peut-être même plus. Évidemment, si on a plus de maïs, mais je m'attends à avoir moins de soya. Et ça, c'est tiré directement du Outlook du USDA qui était sorti à quelque part en février. Donc, plus de maïs, moins de soya, c'est ce qui est attendu pour lundi. Au niveau des prix, ben, vous allez voir, c'est pas si hot que ça. Donc, on a eu la baisse des prix à cette transition de pénurie d'il y a quelques années. On en a semé. La consommation, elle est pas mauvaise, mais quand même su générer des inventaires relativement stables. Je ne dirais pas jusqu'à dire abondants, mais décidément, on a des prix beaucoup plus faibles actuellement. Donc, on n'a pas une situation qui est hyper charmante pour la production ou les producteurs de grandes cultures actuellement, avec des coûts un prix qui est peut-être légèrement en dessous du coût de production là, pour cette année. Donc, je pense que derrière tout ça se cache une volonté, disons, de maintenir des prix faibles. Quand je regarde les annonces du Farm Bill qui a été publié dernièrement par l'USDA, avec un fonds de plusieurs milliards, avec une première tranche. Là, je pense que le fonds, il en contient 30 ou même 45 milliards. Là. Donc, une première tranche de 10 milliards qui va être octroyée. On pourra pas dire que c'est une subvention. Faut faire attention sur les mots parce que, oups, là, les subventions, c'est dangereux quand on utilise ce mot-là. Mais donc, c'est de l'argent que les agriculteurs vont recevoir directement et c'est même sorti là, les paiements qu'ils vont recevoir en fonction de quel type de céréales, grains qu'ils vont produire. Dans le maïs, c'est 43, bon, 42 et 91 dollars de l'acre. Fait que si vous faites le calcul, qu'un agriculteur qui a 2500 acres en culture, fois 43 piastres de l'acre, va récolter à peu près 107 000 dollars directement du gouvernement. Ça va lui donner un sérieux coup de pouce au niveau du cash flow, de la rentabilité. Donc, ça veut dire qu'un producteur agricole peut se permettre de vendre un peu à perte, disons, et d'avoir des compensations financières. Donc, ça, c'est un élément qui est un petit peu plus négatif pour les prix si on ne ressent pas la pression financière des marchés agricoles, par exemple. Donc, voilà pour aujourd'hui. Ça vous donne un petit peu le topo, là, un peu macro, économique, qu'est-ce qu'on regarde au niveau des rapports de l'USDA qui s'en viennent. Voilà, mes amis, je vous souhaite bonne fin de journée ou bon début ou peu importe le moment de la journée. Salut! Bye!